Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Tout de suite les titres. Au Palais Royal de Rabat, Sa Majesté le roi Mohamed VI reçoit les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale et centrale. Puis nous reviendrons sur l'inauguration royalière du complexe hospitalo universitaire international Mohamed VI de Rabat, un projet stratégique lancé en phase avec la mise en service sur hautes instructions royales à Agadir du centre hospitalier universitaire Mohamed VI. À Nairobi, Son Altesse Royale, la princesse Lala Asma, présidente de la fondation Lala Asma, effectue une visite de travail de 2 jours à l'invitation de la première dame de la République du Kenya. Un déplacement qui s'inscrit en droite ligne avec la vision royale, plaçant l'humain, la dignité et la solidarité au cœur du développement. Avant le développement de ces titres, ce communiqué du cabinet royal, eu égard au tournant historique qu'a connu le processus de la cause nationale, ayant à l'esprit les développements décisifs apportés par la résolution 2797-2025 du Conseil de sécurité, qui a fait l'objet du récent discours adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, à son peuple fidèle. Il a été décidé de décréter la journée du 31 octobre de chaque année une fête nationale et une occasion lors de laquelle Sa Majesté le roi accorde sa grâce. Sa Majesté le roi, que Dieu le préserve, a bien voulu donner à cette fête nationale le nom de Eid al-Wahda, fête de l'unité, avec tout ce qu'elle implique en termes de signification et de référence à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale inébranlable du royaume. Cette fête constituera une occasion nationale fédératrice pour l'expression de l'attachement aux sacralités nationales du royaume et à ses droits légitimes. Il a été aussi décidé que le discours royal sera prononcé à l'avenir en 2 occasions officielles. La première à travers le discours de la glorieuse fête du trône et la seconde à l'occasion de l'ouverture du Parlement. Ce faisant, Sa Majesté le roi, en tant qu'Amir al-Mouminin et chef de l'État, se réserve la décision et l'appréciation de s'adresser à son peuple fidèle et à tout moment et à toute occasion que Sa Majesté le roi, que Dieu le préserve, juge opportun. Il sera également procédé au maintien des festivités programmées pour la célébration du 50aire de la glorieuse Marche verte, sans que le souverain n'adresse un discours à la nation à cette occasion. Fin du communiqué du cabinet royal. À la une, ce mardi, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu cet après-midi au Palais Royal de Rabat les nouveaux walis et gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale. Nisril Hamdawi. السيد خطيب الهبيل والي جهة مراكش أسفي وعامل عمل. Il s'agit de wali à l'administration territoriale. Monsieur Khatib Lehbil, wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech. السيد خالد أيت الطالب والي جهة فاس مكناس وعامل عمالة فاس. Monsieur Khalid Ait Talib, wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès. السيد محمد عطفاوي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدان قاد. Monsieur Mohamed Atfawi, wali de la région de l'Oriental, gouverneur de la préfecture Oujda Engad. السيد فؤاد حاجي عامل إقليم الحسيمة. Sa Majesté le roi a également reçu des gouverneurs nommés au niveau de l'administration territoriale. Monsieur Fouad Haji, gouverneur de la province d'Al-Husseima. السيد حسن زيتوني عامل إقليم أزيلال. Monsieur Hassan Zitouni, gouverneur de la province d'Azilal. الله يصلحك ورد على قلبك سيدي. السيد سيدي صالح دحا عامل إقليم الجديدة. Monsieur Sidi Salah Daha, gouverneur de la province d'El Jadida.
الله يعاون قال لك سيدي. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد عبد الخالق مرزوقي عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا. Monsieur Abdel Khalq Marzouqi, gouverneur de la préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد محمد علامي ودان عامل إقليم زاغورا. Monsieur Mohamed Alami Weddan, gouverneur de la province de Zagora. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد مصطفى المعزة عامل إقليم الحوز. Monsieur Mustafa Al-Maaza, gouverneur de la province d'Al Haouz. الله يعاون قال لك سيدي. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد رشيد بن الشيخي عامل إقليم تازا. Monsieur Rachid Ben Chikhi, gouverneur de la province de Taza. الله يعاون قال لك سيدي. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد محمد الزار عامل إقليم إنزكان هيت ملول. Monsieur Mohamed Zahar, gouverneur de la préfecture d'Inzgan Ait Melloul. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد محمد خلفاوي عامل إقليم الفحص أنجرة. Monsieur Mohamed Khalfaoui, gouverneur de la province de Farsanjra. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد زكريا عشلاف عامل إقليم شفشاون. Monsieur Zakaria Hchlaf, gouverneur de la province de Chefchaouen. يعاون قال لك سيدي. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد عبد العزيز زروالي عامل إقليم سيدي قاسم. Monsieur Abdelaziz Zarwali, gouverneur de la province de Sidi Qasim. الله يعاون قال لك سيدي. الله يصلحك ورد على قال لك سيدي. السيد عبد الكريم غنامي عامل إقليم تاونات. Monsieur Abdelkrim Ghannami, gouverneur de la province de Taounat. الله يعاون قال لك سيدي. Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني لملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي. Cette audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, et du chambellan de Sa Majesté le Roi, Sidi Mohamed Al-Alawi. Retour à présent sur cette inauguration royale hier du complexe hospitalo universitaire international Mohamed VI de Rabat, une structure de référence internationale inaugurée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Sa Majesté le Roi accompagné de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El-Hassan. Le souverain a donné le même jour ses hautes instructions pour la mise en service du centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Agadir, un pôle médical d'excellence qui annonce un bond qualitatif dans l'offre en soins et en formation de médecins au niveau de la région. Sousmassa. Retour à Nisrine Hamdawi pour les développements. L'offre de santé se renforce et se modernise au Maroc sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi. Au cœur de la capitale se dresse une majestueuse structure de soins de référence internationale. Le complexe hospitalo-universitaire international Mohamed VI, que le souverain a inauguré, accompagné de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay El-Hassan. Cet imposant établissement propose une offre médicale de pointe au niveau national. Mais pas que. La structure dispense également une formation de haut niveau dans les métiers de la santé. Sa Majesté le Roi a donné à cette occasion ses hautes instructions pour la mise en service du centre hospitalier universitaire Mohamed VI d'Agadir.
Un pôle médical d'excellence qui permettra un véritable bond qualitatif en matière d'offres de soins et de formation de médecins au niveau de la région Souss-Massa. Aujourd'hui, avec la mise sur pied du complexe hospitalo-universitaire international Mohamed VI de Rabat, c'est une nouvelle ère d'infrastructures sanitaires modernes et intelligentes qui s'ouvre dans le royaume. Réalisé par la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé, ce complexe flambant neuf incarne une vision royale qui place la santé au cœur des priorités nationales. L'objectif étant d'offrir à l'ensemble des citoyens un accès équitable à des services de soins de dernière génération en s'appuyant sur un établissement hospitalier intégrant les innovations médicales les plus avancées, adossé à une structure universitaire de référence et de recherche. La réalisation du complexe hospitalo-universitaire reflète l'intérêt particulier qu'accorde le souverain à la formation des ressources humaines dans ce secteur et sa détermination à leur assurer une formation de qualité, adaptée à l'évolution scientifique et technologique en matière de traitement, de prévention, de gestion et de gouvernance sanitaire. Le complexe s'étale sur une superficie de 280 000 mètres carrés. Il regroupe deux entités complémentaires, l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Rabat et l'université Mohamed VI des sciences et de la santé de Rabat. Parmi les services innovants qu'offre le complexe, l'unité de traitement des grands brûlés, ainsi que le service d'oxygénothérapie, hyperbar et hypobar, unique au Maroc. L'hôpital se distingue également par la mise en place de la première plateforme de laboratoire entièrement automatisée en Afrique. Ce laboratoire dispose d'une chaîne analytique composée de 11 modules reliant 7 automates analytiques. C'est une chaîne unique au Maroc et en Afrique puisqu'elle permet de relier des disciplines distinctes de la biologie médicale, à savoir la biochimie, la sérologie infectieuse, la toxicologie et également l'hématologie avec des analyses de la numération formule sanguine. L'établissement est d'une capacité initiale de 600 lits, extensible à 1000 lits. Il regroupe plus de 30 pôles d'excellence médico-chirurgicaux et médico-techniques, couvrant des spécialités comme la chirurgie robotique, la neurochirurgie, la cardiologie interventionnelle, l'oncologie, la radiothérapie et l'imagerie médicale de pointe. L'établissement est doté également d'autres équipements de très haute technologie, dont le PET-IRM, une première au Maroc et en Afrique, associé au PET-scan pour un diagnostic de haute précision. On est là dans la salle opératoire de neurochirurgie. C'est une salle parmi 24 salles opératoires qui est dotée d'une technologie de pointe, de dernière génération, qui contient plusieurs technologies, à savoir, par exemple, on peut commencer par le microscope opératoire de haute performance qui permet une qualité d'image et une bonne précision dans l'acte chirurgical. Il y a le système de neuronavigation qu'on appelle le GPS chirurgical. Quand on dit GPS, c'est-à-dire c'est un système de guidage. Il va nous guider au cours des interventions qui sont complexes ou bien des lésions qui sont profondes. C'est de faire des actes et un traitement chirurgical avec moins de risques, avec beaucoup d'efficacité, une bonne sécurité du patient. On a en même temps une imagerie péropératoire qu'on appelle le scanner péropératoire mobile. C'est un scanner qu'on peut réaliser dans la salle opératoire pour donner des images précises, réelles, en temps réel, sans déplacer le malade au centre d'imagerie. L'établissement est également un terrain d'apprentissage privilégié pour les étudiants de l'université Mohamed VI des sciences et de la santé, avec à la clé une immersion dans des environnements cliniques et technologiques de pointe. Véritable pôle académique d'excellence, l'université Mohamed VI des sciences et de la santé de Rabat devra participer au renforcement d'un des piliers stratégiques de la refonte du système de santé, à savoir le capital humain. La particularité pour l'inauguration de l'université de Rabat, c'est qu'elle donne la particularité d'avoir dans le même campus l'université, l'hôpital, les structures, les laboratoires et un complexe et un pôle énergétique. Cette opportunité permet une formation de qualité, une formation en équipe. L'exemple, par exemple, je peux donner deux exemples. Aujourd'hui, on est dans des amphithéâtres.
Il y en a 15. Ces amphithéâtres sont tous connectés. Et ça, c'est ce que fait l'Université Mohamed V, connecté au bloc opératoire, connecté au centre de simulation, connecté au centre de travaux pratiques. Et donc, ça permet de rentabiliser, de rendre les stages beaucoup plus agréables. L'université dispose de 15 amphithéâtres offrant 4000 places. Elle compte aussi 72 salles de cours, 217 salles de travaux pratiques et dirigés. Pouvant accueillir jusqu'à 8000 étudiants, ces structures pédagogiques disposent de plusieurs facultés et écoles. Un centre international de simulation médicale vient compléter ce dispositif, offrant aux étudiants une formation pratique dans un environnement représentant les conditions réelles de l'exercice professionnel. Et nous recevons sur ce plateau le professeur Ahmed Bennana, directeur général du complexe hospitalo-universitaire international Mohamed VI, relevant de la Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé. Bonsoir professeur et merci d'être parmi nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, pour commencer, une brève présentation peut-être de cette méga infrastructure sanitaire qu'est le CHU international Mohamed VI de Rabat. Oui, le complexe hospitalo-universitaire de Sa Majesté pour les sciences et la santé, qui relève de la Fondation de Sidna pour la science et la santé, est un complexe qui se compose de deux grands pôles, on va dire. Un pôle académique avec l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé que vous avez vu dans le reportage, et aussi un complexe, on va dire le pôle hospitalier. Un pôle hospitalier qui est de la nouvelle génération, pareil aussi que pour l'université. Donc c'est vraiment la présence forte du numérique, de l'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, tout est connecté. Et ce pôle hospitalier, il offre pas moins de 30 spécialités, dont plusieurs sont hyper spécialisées. Aujourd'hui, il y avait des secteurs sur lesquels nous étions obligés de faire des déplacements à l'étranger, avec toutes les conditions qui accompagnent les déplacements. Et aujourd'hui, grâce justement à cette vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, aujourd'hui ces techniques et ces technologies sont possibles. Au niveau de l'université, bien entendu, vous l'avez vu, nous formons dans tous les métiers en rapport avec la santé, que ce soit la médecine, la pharmacie, l'ingénierie de santé, les sciences infirmières et autres. Parlons justement de ce pôle hospitalier médical. Comment ce CHU contribuera-t-il à la réforme structurelle du système de santé national? Alors, pour répondre à votre question, si vous permettez, je reprendrai juste les grands axes et les grands piliers de cette réforme que Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a mis en place. On va dire il y a 4 grands axes. Le premier étant l'élargissement de l'offre de soins. C'est un hôpital, vous l'avez vu au reportage, de 600 lits, mais extensible à 1000. Très prochainement, extensible à 1000. Donc ça vient renforcer cette offre sanitaire, mais avec une offre hautement technologique, avec beaucoup de créneaux de médecine de pointe. Sur le volet, le deuxième pilier, on va dire, de la réforme, et qui est la gouvernance, vous savez, maintenant, il y a la création des groupements sanitaires territoriaux. La Fondation Mohamed VI des sciences et de la santé colle parfaitement, on va dire, à cette logique territoriale, de maillage territorial. Donc la Fondation de Sidna pour les sciences et de la santé est présente à Dakhla aujourd'hui, à Marrakech bientôt, à Gadir, et déjà Casa et Rabat et bien d'autres régions, Inch'Allah. Donc cette gouvernance est là.
Oui. Et puis il y a une régionalisation aussi parce qu'il y a la création des directions générales de sites. Nous avons le site Rabat, le site Casa, etc. pour épouser cette logique territoriale. Le troisième pilier, l'avant-dernier, il est technologique, hein. Il est lié au numérique. Et vous l'avez vu, on l'avait dit hein, déjà à la présentation, c'est un hôpital hautement technologique qui utilise le numérique, l'intelligence artificielle et autres. Et donc on est vraiment sur le plan technologique très avancé. Le pilier, j'allais dire le dernier, mais c'est le plus important, hein, c'est le potentiel humain. Je préfère toujours parler de potentiel humain plutôt que de ressources. Donc on voit, c'est vraiment un vrai capital. Le capital humain, il y a déjà, si vous voyez la structure que Sidna Lenso vient d'inaugurer, déjà le personnel n'emploie pas moins de 1500 personnes, toutes spécialités confondues, et ils sont pour beaucoup d'entre eux issus de nos universités de formation et qui ont intégré, soit qui avaient déjà intégré d'autres structures de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé et qui ont fait une mobilité à Rabat, soit qui viennent tout juste d'être lauréats et qui ont été en immersion dans toutes les structures hospitalo-universitaires de la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé avant de rejoindre la structure avant l'ouverture. Et puis il y a une logique aussi de développement humain. Nous créons par cela des postes d'emploi, des possibilités d'emploi directes et indirectes qui sont très considérables. Et parlons justement de ce potentiel, de ce capital humain. Ce complexe se veut à la fois académique et hospitalier. Cette double vocation contribuera-t-elle à une montée en puissance de nos ressources, de nos professionnels de santé ? Parfaitement, c'est d'ailleurs l'objectif. Et l'intégration de la formation universitaire et du soin est une intégration qui ne se veut pas uniquement géographique, de proximité, mais une intégration parfaite puisque on va trouver des ponts et des passerelles entre les deux. Les étudiants font leur stage dans la structure hospitalo-universitaire et ils ont la possibilité d'évoluer dans des services avec des technologies, avec des praticiens de pointe, pour lesquels je disais et je dis toujours, ils ne sont pas obligés avant d'aller à l'étranger pour pouvoir se former sur ces technologies. Pareil aussi, nos soignants peuvent aller faire la formation continue, c'est régulier, dans le centre de simulation, par exemple, juste un exemple, hein, donc, et on a plusieurs, et ils vont aller se former au centre de simulation pour le perfectionnement des techniques et des technologies. Je pourrais citer beaucoup d'exemples, mais c'est dire que c'est vraiment une intégration parfaite entre les deux pôles académiques et hospitaliers. En plus, nous formons, certes, pour l'écosystème, mais nous formons aussi pour tout le système de santé au Maroc. Je le dis toujours, il y a plusieurs secteurs, mais nous avons un seul système de santé, donc on contribuera bien entendu grâce à la Fondation Sidna pour les sciences de la santé au développement de tous les métiers. Justement avec une capacité de 600 lits, vous le disiez, extensible à 1000 et des équipements de dernière génération, nous l'avons vu. Quelles seront les nouveautés, les services, les prestations de santé que proposera ce nouveau pôle médical d'excellence et pour quelle qualité de prise en charge et de soins pour les patients? Très bien, je tâcherai de ne pas être redondant parce que sur le reportage on a vu beaucoup de technologies et Dieu sait qu'il y en a tellement qu'on n'aura pas assez le temps de toutes les citer, mais j'en citerai quelques-uns. Vous avez par exemple un caisson hyperbar, ça on le sait qu'il existe, mais il y a le caisson hypobar, c'est le premier au Maroc et en Afrique. Sans trop rentrer dans le détail, c'est pour acclimater les gens à l'altitude, ça sert aux formations des pilotes, ça sert aux formations des alpinistes, ça sert aussi pour les athlètes de haut niveau, et donc il y a ça par exemple. Qu'est-ce que je pourrais citer qui n'a pas été cité? Il y en a, je disais, énormément. Nous avons la PET IRM, qui est la première au Maroc et en Afrique. Nous avons aussi, vous l'avez vu, la chirurgie robotisée, assisté par le robot, nous avons la neuronavigation, nous avons vraiment tout ce qui permet de faire des actes en toute sécurité et en des temps très très courts, parce que le temps réduit contribue justement à la sécurité aussi du patient et à l'optimisation des interventions. Il y a la technologie, mais aussi la capacité qui est importante, parce qu'on peut avoir des technologies de pointe, mais toujours faut-il avoir, et c'est le cas d'ailleurs, avoir justement les ressources humaines déjà, mais aussi la possibilité de faire ça pour l'ensemble pour un grand nombre de citoyens qui ont le besoin justement de ce genre d'intervention. Je vous remercie, professeur Ahmed Benana, directeur général de l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Rabat, d'avoir été parmi nous. Plaisir, madame.
Direction Nairobi, la capitale kenyane où son Altesse royale, la princesse Lala Asma, présidente de la fondation Lala Asma, effectue une visite de travail de 2 jours à l'invitation de son Excellence Madame Rachel Ruto, première dame de la République du Kenya. À son arrivée cet après-midi à l'aéroport international Jomo Kenyatta, son Altesse royale, la princesse Lala Asma, a été accueillie par son Excellence Madame Rachel Ruto, première dame de la République du Kenya. Cette visite au Kenya s'inscrit pleinement dans la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, plaçant l'humain, la dignité et la solidarité au cœur du développement du Maroc. Un pays ouvert sur le monde et porteur de solutions humaines et durables. Son Altesse royale, la princesse Lala Asma, est accompagnée lors de cette visite de travail d'une délégation composée de responsables de la fondation et de représentants institutionnels marocains. Un déplacement qui vient consacrer le rayonnement du modèle marocain d'inclusion que la fondation Lala Asma déploie depuis le Royaume, où plus de 850 enfants sourds ont déjà bénéficié d'une greffe cochléaire, d'une prise en charge médicale et éducative complète, leur permettant d'entendre, d'apprendre et de s'épanouir pleinement. Un modèle unique au monde, aujourd'hui partagé avec 21 pays à travers l'Afrique, la région MENA et l'Amérique latine qui reconnaissent dans cette expérience marocaine une source d'inspiration et de coopération durable. Le Maroc s'apprête à célébrer après-demain, 6 novembre, le 50e anniversaire de la Marche verte. Un demi-siècle d'unité nationale où la mémoire rejoint l'avenir. Afin de mettre en lumière ce processus historique et politique, l'Académie du Royaume organise à Rabat un colloque international de 2 jours sous le signe Sahara marocain, histoire et défis géopolitiques. L'événement rassemble chercheurs et historiens marocains et étrangers autour de l'évolution de la question nationale à la lumière des mutations régionales et internationales. Wissam Mghri, Zakaria Moukinbillah. La question du Sahara marocain, c'est l'histoire d'une légitimité historique réaffirmée et d'une cause nationale qui rassemble tous les Marocains. C'est l'objet de ce colloque international organisé à l'Académie du Royaume. Les dimensions historiques, politiques et juridiques de la question sont explorées à la lumière d'une lecture académique pluridisciplinaire. الندوة الدولية نظمت تزامنا مع الخمسينية. Ce colloque international est organisé à l'occasion du 50e anniversaire de la Marche verte et arrive quelques jours après le 31 octobre, qui marque un tournant historique dans l'histoire du Maroc, avec la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara. السجل التاريخي للمغرب وهو الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها. À l'ordre du jour de ce colloque, plusieurs thématiques dans les liens historiques d'allégeance entre le Sahara et la monarchie marocaine, le rôle de la Marche verte dans l'unité territoriale du Royaume, les défis du développement durable, ainsi que les enjeux sécuritaires et stratégiques dans le contexte africain régional. Ce moment fondateur pour le Maroc qu'est la Marche verte, que Sa Majesté Hassan II avait décidé, qui est une image qui reste très forte, une image qui a été continuée par une politique très volontaire sur les provinces du sud marocain, une politique qui a été relayée par l'initiative marocaine d'autonomie présentée par son fils, Mohamed VI, et dont on voit aujourd'hui les effets au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette Marche verte, c'est une image fondatrice, importante de l'union du roi et de son peuple. 2 jours durant, les participants contribueront à mettre en exergue les dimensions historiques et actuelles du Sahara marocain. Les conclusions du colloque devraient donner lieu à des recommandations académiques destinées à renforcer la diplomatie scientifique et à promouvoir une meilleure compréhension internationale de la question du Sahara marocain. Nous en parlons en direct depuis Bruxelles avec Patrick Sarens, professeur de droit international à HEC Bruxelles. Bonsoir. Bonsoir. Alors la dernière résolution de l'ONU consacre la voix marocaine en validant le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme seule base et référence d'un règlement politique à ce différend régional. D'un point de vue de droit international, que signifie cette reconnaissance vis-à-vis du statut du Sahara marocain? Sommes-nous proches d'une issue? Je crois qu'on n'a jamais été aussi proche en tout cas parce que c'est l'ultime moyen pour la communauté internationale de reconnaître enfin ce que finalement un certain nombre de professeurs et la plupart de la doctrine reconnaissaient depuis des années, c'est-à-dire
la possibilité pour ce plan d'autonomie de mettre fin à cette situation qui commençait à perdurer et dont j'ai l'impression que désormais nous sommes vers véritablement la voie à la fois la voie d'ouverture, mais surtout la seule possibilité réelle d'avancer dans ce dossier. Le plan d'autonomie marocain sous la souveraineté du Royaume est désormais reconnu comme seule base sérieuse, crédible et réaliste pour parvenir à une solution définitive à ce conflit artificiel. Qu'est-ce qui en fait un modèle viable de solution durable à ce conflit ? Mais je crois qu'il y a trois possibilités qui ont été largement commentées ces derniers jours, à la fois au niveau marocain, mais également dans le reste de la communauté internationale. D'une part, c'est qu'il est tout à fait anormal que cette zone puisse encore être, je dirais, mise en gris dans les mapmondes, alors que techniquement, on se rend bien compte que c'est une situation qui ne pouvait plus durer au regard de tous les investissements qui ont été faits par le Maroc. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ce plan avait le gros avantage d'avoir une cohérence et surtout ne mettait pas en exergue strictement les avantages d'un pays par rapport à un autre, mais c'était véritablement un plan d'envergure. Je crois que cela aussi a été salué par le Conseil de sécurité. Et puis surtout, c'est pratiquement une sorte de point final à toutes ces questions de la colonisation post-africaine, et on se rend bien compte maintenant qu'il faut aller de l'avant et que les États qui ont récupéré évidemment les territoires à la suite du départ des pays occidentaux ont leur sort entre leurs mains, et évidemment la preuve par les provinces du Sud que le Maroc doit désormais, et je suis persuadé qu'il va le faire, augmenter les investissements pour que cette partie du territoire puisse être le continuum complet entre Tanger et la Mauritanie. Et cette résolution historique du 31 octobre 2025 est l'aboutissement de plus de 2 décennies de percées diplomatiques conduites par Sa Majesté le Roi, qui a permis de consolider l'élan et le large soutien en faveur du plan marocain d'autonomie, dont la pertinence est appuyée par plus des 2/3 des États membres du Conseil de l'ONU. Que dit la décision onusienne sur la cohérence et l'efficacité de la diplomatie royale dans la gestion de ce dossier ? Mais c'est la preuve absolue que Sa Majesté a pris le temps de faire, je dirais, le pouvoir de conviction qui est le sien et celui de toute la diplomatie marocaine, parce que moi, quand je me suis intéressé à ce dossier il y a déjà une quinzaine d'années, eh bien, nous étions très très loin d'avoir une unanimité sur le sujet, même au sein de l'Union européenne. Il y avait de grands freins de la plupart des États. Et puis progressivement, je dirais pas à pas, un petit peu comme des Legos qui se sont emboîtés les uns après les autres, on a constaté qu'un État après l'autre remettait le plan de l'autonomie sur le devant de la scène, et puis ce n'était plus du Lego mais du domino. Je dirais que ces 2-3 dernières années, on a véritablement senti un engouement, que ce soit de l'Espagne, que ce soit de la France, que ce soit bien entendu également très récemment de la Belgique, et tout cela a démontré, je crois, que on a pu attendre, on n'a pas voulu au niveau du Royaume travailler de manière précipitée, mais que tout ça s'est très facilement, je dirais, mis en place. Et finalement, voilà le résultat. Quand on regarde le score au Conseil de sécurité, aucune voix contre. Je crois que on peut difficilement espérer une plus belle réussite de la diplomatie marocaine. Une réussite et un triomphe diplomatique pour le Maroc. Je vous remercie, Monsieur Patrick Sarens, professeur de droit international à HEC Bruxelles, pour toutes ces précisions.
Dans le reste de l'actualité, la police néerlandaise annonce l'arrestation à Sittard, au sud des Pays-Bas, d'un mineur soupçonné d'implication dans une affaire relevant de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et la radicalisation, grâce à des informations transmises par la Direction générale de la surveillance du territoire. Dans un communiqué, la police néerlandaise a précisé que l'identification du suspect a été rendue possible grâce aux renseignements communiqués par les services marocains dans le cadre d'une coopération sécuritaire active et continue. Le mineur interpellé a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. C'est ce qu'a indiqué la même source, ajoutant que, compte tenu de la nature sensible du dossier et des investigations en cours, aucun détail supplémentaire ne peut être communiqué à ce stade. Sport football et cap sur Doha, où le 11 national U17 s'apprête à signer sa deuxième sortie en Coupe du Monde. Si leur entrée en lice face au Japon n'a pas tourné en leur faveur, les poulains de Nabil Baha sont déterminés à rebondir et montrer un tout nouveau visage après-demain jeudi. Ce sera face aux Portugais. C'est ce qu'a assuré le sélectionneur national lors d'un point de presse. Les Lionceaux sont donc bien partis pour rugir et rester dans la course et passer le premier tour de ce tournoi. Nous leur souhaitons bonne chance. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.